Bienvenue dans Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs. Dans ce nouvel épisode, on va aborder tout de suite la suite de l'histoire, enfin de l'épisode sur le pénis. Je vous invite à aller écouter la première partie dans laquelle on a commencé à parler de ce que c'est, du pénis, de comment ça marche. Du gland surtout. Ouais, le gland, le frein, le prépuce. Voilà. On a vu un peu la géographie complète de l'engin. Et là, on s'attaque à la deuxième partie, qui est donc la hampe, tu disais, non ? Ouais, le corps ou la hampe, et hampe. puis les racines. Les racines. Et ben voilà, et ben c'est parti. Donc je rappelle, le pénis, l'organe sexuel masculin, qui est composé de 3 parties. Le gland dont on a parlé donc dans le premier épisode, le gland avec le prépuce, le sillon balano-prépucial, le frein qui relie donc le prépuce au gland. Et puis là aujourd'hui, on va parler surtout du corps ou hampe et des racines du pénis que je pense de nombreux hommes et aussi de nombreux même médecins ne savent pas qui appartiennent au pénis. Oui, je te confirme. Je suis pas nombreux, je suis un, mais je ne savais pas. Enfin, je ne sais pas, j'attends la suite de l'épisode. Même moi, dans l'écriture de mon livre, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, ouais. Et pourtant, j'avais fait déjà la spécialisation en sexologie. Je suis médecin, j'avais fait la spécialisation en sexologie. Et malgré tout ça, donc 3 ans d'études quand même, et de sexo, et malgré tout ça, en écrivant mon livre, j'ai quand même appris des choses. Donc je pense que le savoir, c'est sans fin en fait. Et savoir, c'est pouvoir. Ouais, exactement, très joli. Et on ne sait pas qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Et oui, il n'y a rien. C'est vrai. Quand on ne sait pas, eh ben on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas plus. Quand on est affirmé, ceux qui s'affirment le plus, c'est quand même ceux qui en savent le moins. Ça, c'est un biais cognitif qui est très connu. Voilà. Ok, bon, malheureusement. Nous nous éloignons du sujet. Le corps du pénis. Alors, c'est très complexe, hein, la façon dont est fait le corps du pénis, parce qu'il y a de nombreuses couches successives, les unes sur les autres, pour protéger le corps caverneux et le corps spongieux, qui sont des zones quand même assez sensibles du corps de l'homme. Donc juste pour vous dire que la peau du pénis, c'est quand même une peau qui est très fine, qui est très mobile. C'est un peu l'équivalent de la peau des paupières. Donc elle est assez mobile. Elle n'a pas de poils, hein, comme les paupières. Elle a de nombreuses glandes, ce qu'on appelle les grains de Fordis, qui sont là pour protéger la peau et maintenir une bonne hydratation. Elle est en général plus foncée que celle du reste du corps, la peau du pénis, ce qui est lié à la production de mélanine sous l'influence des hormones sexuelles, et notamment de la testostérone. Donc c'est les hormones qui font que le pénis il est plus foncé que le reste du corps. Exactement. D'accord. Ouais. Même au niveau de la face ventrale et sur toute la longueur du pénis, on a ce que l'on appelle le rafé médian. Vous regarderez votre pénis, il y a une ligne droite qui est un peu plus foncée que le reste du corps du pénis, qui va se continuer au niveau du scrotum, au niveau des bourses, ce qu'on appelle le rafé médian. C'est le vestige de l'endroit où les 2 parties du bourrelet génital se sont collées lors de la constitution du sexe masculin. Parce que je rappelle qu'embryologiquement, on a un organe génital commun qui est sous forme d'un sinus, donc un truc ouvert, comme un peu les lèvres, et qui vont se fermer chez l'homme. Et ça, cette zone de fermeture, cette fermeture éclair, c'est le rafé médian qui est donc au niveau du pénis et au niveau des testicules. Voilà, ça c'est ce que vous vous demandez pourquoi vous avez une zone plus foncée en plein milieu. Donc, ce corps du pénis, il va être entouré par un tissu très important qui s'appelle le dartos. Et ce dartos est composé à la fois de fibres musculaires lisses. Alors, ça c'est important, pourquoi ? Parce que le mécanisme de l'érection, c'est à la fois un mécanisme vasculaire, c'est-à-dire le sang qui vient dans le pénis, et un mécanisme musculaire, c'est-à-dire les muscles qui se contractent. Et quand on parle de muscles lisses, ça veut dire que ce sont des muscles qui ne sont pas soumis à la volonté. La musculature lisse, c'est non soumis à la volonté, comme le cœur,
mais comme tous les sphincters, ce sont ces muscles en forme d'anneau qui se contractent pour fermer les zones dont on a besoin d'être fermées. Donc, il y en a plusieurs dans le corps humain, les sphincters de l'anus, par exemple, les sphincters de la vessie, etc. Mais il y en a d'autres. Contrairement aux muscles striés, les muscles donc des bras, les biceps, les triceps, etc., qui sont donc soumis à la volonté. D'accord ? Donc, dans le pénis, on a des muscles lisses, donc non soumis à la volonté. Ok. Ensuite, il y a d'autres zones, d'autres couches dans ce corps du pénis. Alors, il y a des fascias. Donc ça, c'est pareil, c'est constitué de fibres musculaires, de tissus élastiques, qui sont donc un rôle exclusivement de protection à la fois des corps érectiles, spongieux, caverneux, mais aussi de tous les vaisseaux et des nerfs qu'il y a dans le pénis. Parce que dans le pénis, il y a un nerf important, qui est le nerf dorsal du pénis, qui est lui qui va innerver tout le pénis. Donc, ils doivent être protégés. Pareil, il y a encore une zone qui est importante, ça s'appelle l'albuginée. L'albuginée, ça recouvre les corps caverneux exclusivement. Et c'est ça qui donne la rigidité, notamment au pénis, lors de l'érection. Donc, l'albuginée est très importante. D'accord. C'est vraiment un tissu qui va faire jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Donc, c'est un tissu qui a quand même 4 mm sur un pénis, c'est important. Et c'est vraiment, c'est vraiment l'endroit qui va être le plus fragile en réalité. Parce qu'elle ne va pas pouvoir se tordre, notamment dans ce qu'on appelle le faux pas du coït. C'est quand, en fait, la verge ou le pénis va rater le trou, si j'ose dire. À ce moment-là, ça peut casser cette albuginée, et c'est ce qu'on appelle la fracture du pénis. Donc ça fait un pénis qui va ressembler très vite à une aubergine. Ah oui. Peut-être que ça vient de là, l'emoji aubergine. Je ne sais pas. Et quand ça arrive, il faut faire quoi ? Faut aller. C'est les urgences directes. Urgences directes. Ah bah ok. Oui. Ça devient aubergine en combien de temps ? C'est très rapide. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de sang accumulé dans le pénis. Voilà, donc dans ce pénis, il y a aussi donc des corps caverneux. Donc il y en a deux corps caverneux qui sont séparés par un septum, c'est-à-dire par une paroi. Il varie entre 15 cm au repos à 20 cm en érection. Alors quand je dis 15 à 20, c'est réellement de 15 à 20, même si la longueur moyenne du pénis est entre 9 au repos et 13 en érection. D'accord ? Parce que ces corps caverneux vont continuer à l'intérieur du corps pour former les racines du pénis. Donc c'est 15 à 20, tout compris, y compris la partie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Y compris les racines. Et au niveau des racines, ces corps caverneux vont être recouverts par des muscles qui s'appellent les muscles ischio-caverneux. Comme le bulbe, on verra, c'est le bulbe spongieux qui est recouvert aussi d'un muscle qui s'appelle le muscle bulbo-spongieux. Et ces muscles font partie des muscles du périnée, comme chez la femme. C'est-à-dire que l'homme a un périnée, donc ce sont des muscles du périnée, qui sont donc les muscles bulbo-spongieux, ischio-caverneux, et aussi le muscle releveur de l'anus, qui est donc un muscle très important du périnée. Pourquoi je parle des muscles du périnée ? On fera une saison, un épisode exclusivement centré sur le périnée masculin, parce que c'est hyper important, comme chez la femme, plus on va connaître le fonctionnement de son périnée, et plus on va le muscler, plus on pourra avoir du plaisir. Parce que, comme vous venez de comprendre, si votre périnée entoure les racines du pénis, dans lesquelles il y a également des récepteurs au plaisir, vous allez pouvoir augmenter la stimulation de votre pénis par la contraction des muscles du périnée pendant l'érection. Donc ça augmente l'érection, ça favorise l'érection. Donc c'est une des choses qu'on va recommander, nous en tant que sexologues,
pour le traitement, par exemple, des troubles de l'érection. Donc de travailler son périnée. Exactement. Il y a des exercices. Il y a des exercices, D'accord. c'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Donc ça, c'est des méthodes qui sont très documentées. Vous allez voir sur Internet, il y a même des vidéos YouTube qui disent comment faire, etc. Mais globalement, ça se muscle comme des abdos, hein. C'est-à-dire que pour muscler son périnée, c'est la répétition. C'est-à-dire il faut répéter encore les exercices. D'accord. Et ça peut se faire tout le temps, partout. D'accord. À côté du corps caverneux, donc il y a le corps spongieux. Et ce corps spongieux, il est au milieu, il a une forme de cylindre, et il va donc du gland, lui, jusqu'à son extrémité, donc son extrémité qui est aussi à l'intérieur du corps, et qui donc fait partie des racines du pénis. Ok. Et il est aussi donc constitué donc de tissus érectiles. Les deux, corps spongieux, corps caverneux, sont constitués de tissus érectiles. Donc, ce sont des tissus qui se gonflent de sang lors de l'érection pour permettre l'augmentation de volume. Alors, une chose qu'on ne sait pas d'ailleurs sur la fracture du pénis quand même, tu vois, je ne veux pas en parler, et c'est que en fait, la plupart des cas de fracture des pénis sont pas liés à des faux pas du coït dont je parlais tout à l'heure, mais sont liés à des manipulations forcées qui sont pratiquées lors d'une érection non désirée pour la faire disparaître plus vite. Et ça, par exemple, il y a eu des études de fait, par exemple sur la population iranienne. Dans 56% des cas, c'était lié à une manipulation forcée, contre 30% seulement lors d'une pénétration. Mais c'est quoi une manipulation forcée ? C'était quelqu'un qui est en érection dans un moment où il est très honteux, dans un pays notamment où la sexualité est très taboue, d'avoir une érection, et il va forcer. Ah, tu veux dire, il se force à se la tourner genre vers le bas pour pas que ça se voit, et c'est là qu'il y a un faux mouvement et que ça peut casser Exactement. Ouais. D'accord, ok. Exactement. C'est ça une manipulation forcée, d'accord. Et oui, c'est ça une manipulation forcée, ouais. Ok, je comprends. Là, on a dit tous les corps. Donc il y a le corps caverneux, le corps spongieux, il y a le nerf, il y a le truc au milieu là de 4 mm, j'ai oublié le nom. L'albuginé. L'albuginé. Donc ça, c'est pas le truc au milieu. Ça, non, c'est le truc au-dessus en fait qui recouvre. Ça recouvre. C'est l'emballage. Ouais, c'est l'emballage, ouais. D'accord. Et au-dessus de ça, il y a la peau. Voilà, il y a encore des strates. Il y a encore des strates, ok. Il y a plein de strates, il y a plein de couches. Il y en a 10, au moins 10 ou 12 couches. D'accord. Et donc ça, c'est la même chose au repos et en érection. Tout à fait, ça ne change pas. Rien ne change. Ce qui va changer, surtout dans le mécanisme de l'érection, c'est le fait que ça se gonfle de sang et qu'il y ait une contraction des muscles. Voilà, lisse, donc. D'accord. Voilà. Il y a autre chose dont on peut parler, c'est de la maladie de l'apéronie. Est-ce que tu connais la maladie de l'apéronie ? Non, je ne connais pas cette personne. Alors, c'est une maladie qui apparaît plutôt chez l'homme d'un certain âge, à partir d'une quarantaine d'années, et qui consiste au départ en une courbure du pénis. C'est-à-dire qu'il y a une zone fibreuse qui va se développer au niveau du corps caverneux, au niveau notamment de l'albuginé. Il y a une plaque fibreuse qui va faire se rétracter l'albuginé, qui va donc provoquer une courbure du pénis. Okay. Donc ça peut entraîner des problèmes d'érection, ça peut entraîner des problèmes lors de la pénétration, puisque le pénis va ne pas cesser de se tordre. Ça touche à peu près 10% quand même des hommes, ce qui n'est pas rien. Ça se soigne ? Ça se traite ? Ça se soigne pas très bien. Ça peut disparaître spontanément. On ne sait pas bien pourquoi. D'accord. Son origine, on ne sait pas bien. Peut-être des micro-traumatismes à répétition. D'accord. Une prédisposition génétique, peut-être. On a aussi évoqué une maladie auto-immune. D'accord. On ne sait pas trop. Dans 15% des cas, ça va disparaître spontanément. Et sinon, on va essayer des traitements d'abord médicamenteux, et puis au final, plutôt chirurgical, si vraiment ça pose problème. Mais ça consiste en quoi la chirurgie ? Je ne suis pas chirurgien. D'accord. D'accord. Mais en tout cas, ça peut un petit coup de billard, et on peut régler si vous êtes la intéressé question. par le problème, vous pouvez consulter.
notre ami Internet. Voilà, vous prenez rendez-vous avec votre chirurgien, il vous dira quoi faire. Voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on revoie ensemble la question du pénis et du plaisir sexuel pour connaître vraiment spécifiquement quelles sont les zones qui procurent du plaisir dans le pénis et comment on peut les stimuler et quels sont les types de récepteurs qui vont être stimulés. Très bien. Et ça, je trouve que c'est pas connu. Ok. Je sais pas. Toi, tu connais tes récepteurs au plaisir dans ton pénis, vibration, pression, toucher léger. Je visualise un peu. D'accord. Je sais ce qui marche. D'accord. De manière totalement empirique, du coup. C'est quoi de manière empirique, ça veut dire C'est-à-dire que c'est par l'expérience. Oui, c'est ça. C'est ton expérience. C'est mon expérience. Par exemple, je pense que à peu près tous les hommes savent que pour stimuler un corps du pénis, il faut le serrer. Voilà. Mais il faut le... Oui, c'est ça, c'est Donc, il y a la des pression récepteurs là. à la pression. Oui, et qui sont sur le corps, effectivement, du pénis. Ok. Oui, ça, à peu près, je pense, tous les hommes le savent. Ouais. Et ce qui est important, je le rappelle, parce que c'est important souvent de faire des parallèles, c'est qu'il y a des récepteurs à la pression, effectivement, dans le corps du pénis, comme il y en a dans le corps du clitoris. Hein. Sauf que le corps du clitoris, c'est à l'intérieur du corps de la femme. Okay. Donc c'est plus difficile d'accès. Donc, ce que je disais, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, le pénis n'est pas la zone du corps la plus sensible au toucher léger. Hein. Donc, je parle de toucher léger, donc de caresse, globalement. Certaines études ont même montré qu'il était globalement moins sensible que le cou ou l'index. L'index, pas les autres doigts, l'index. C'est-à-dire que je pense que c'est l'index qui a été étudié. Parce que c'est un des doigts les plus sensibles, je pense. D'accord. Okay. Et ensuite, il y a aussi des études qui ont montré que la sensibilité au toucher léger était plus importante chez les non-circoncis que chez les circoncis. Bon, ce que je disais tout à l'heure sur la circoncision dans le podcast précédent. Oui. Okay. Concernant donc cette sensibilité au toucher léger, la zone la plus sensible, c'est quand même le prépuce, pour le toucher léger, et le frein. Voilà, donc si on veut caresser un pénis, on va le faire plus sur le prépuce et plus au niveau du frein. Sachant que là, on parle d'un pénis en érection déjà, ou on a accès au frein quand il n'est pas en érection ? On a accès au frein quand il n'est pas en érection, okay. Bien sûr, Et il est sensible aussi, de la même manière, quand on n'est pas en érection ? Bien sûr. Ok, d'accord. Les récepteurs au plaisir marchent tout le temps, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus stimulés quand on est déjà dans un état d'excitation. Mais en même temps, c'est aussi leur stimulation qui favorise l'état d'excitation. La vibration. Alors, les récepteurs à la vibration, on va les retrouver surtout au niveau du gland, au niveau de la couronne du gland. Le frein, lui, il est moins sensible. Et le corps du pénis est aussi très sensible à la vibration, et encore plus que le gland, et pour des fréquences différentes. Ah, donc c'est des fréquences différentes de vibrations selon qu'on soit le gland ou la rampe. Oui, on a même étudié la vibration selon différentes fréquences. Dans le pénis, il y a aussi de nombreux récepteurs à la pression, et notamment au niveau du gland et au niveau du corps. Et ensuite, il y a les récepteurs à la douleur, à la chaleur, au froid, et surtout, ça, c'est au niveau du gland. Comment ça marche alors après, l'érection, tout ça ? Alors, l'érection, ça sera un podcast séparé. C'est un podcast séparé. Mais même, à mon avis, il faudra au moins 2 épisodes rien que sur le mécanisme de l'érection. D'accord. Et 2 épisodes sur le mécanisme de l'éjaculation. Parce que on va parler de l'érection, des troubles de l'érection, et l'éjaculation, les troubles de l'éjaculation. Donc, ça va être des épisodes séparés, ça. D'accord. Non, là, on va parler de la taille du pénis. Alors là, la taille... Gros sujet quand même. Ah oui. Et oui. Oui, c'est vrai. Et oui. Gros sujet pour les hommes, la taille du pénis. Donc c'est un sujet de préoccupation énorme pour les hommes. À combien mesure leur pénis ? Alors à partir de quelle taille on parle de micro-pénis ? Ça c'est un terme médical, le micro-pénis. On en parle à partir de 7 cm en érection. Voilà. Au-dessus de 7 cm, on n'est plus dans le micro-pénis. Exactement. D'accord. Alors, dernière enquête, qui date de 2019, qui a été faite par l'IFOP et Charles Poinco, c'est 27% des hommes qui ont déjà ressenti des complexes à cause de la taille de leur pénis en érection. Wow. Et ceux qui sont le plus complexés,
ce sont notamment les hommes qui sont en couple depuis moins de 3 ans et ceux qui regardent beaucoup de pornographie. Ouais, la comparaison, ça aide jamais. Et oui. Et la satisfaction de la taille n'est pas en lien avec la taille réelle. Ah, donc on se voit pas comme on est réellement. Exactement. 20% des hommes qui étaient pas contents de la taille de leur pénis avaient un pénis qui était tout à fait dans la taille moyenne, voire au-dessus de la moyenne. Ah oui. Et oui. Donc c'était encore pas assez, quoi. Exactement. Aujourd'hui, on pense que c'est mieux, enfin l'homme pense que c'est mieux d'avoir un gros pénis. Mais il n'en a pas été tout le temps ainsi. Dans l'Antiquité, on pensait que c'était bien d'avoir un petit pénis. Alors notamment, on trouvait ça plus esthétique. Et donc, il y a beaucoup de statues grecques qui sont représentées avec un petit pénis. Mais aussi, alors Aristote notamment, disait que les hommes avec un petit pénis étaient plus fertiles que les autres. Et donc, à l'époque, la virilité était beaucoup associée à la fertilité. Et parce que le sperme avait une distance moins longue à parcourir quand le pénis était petit, hein, et donc qu'il parvenait à destination à la bonne chaleur. Ah, et d'accord, oui. Ok. Donc plus on avait un petit pénis, plus on était fertile. Voilà. Mais ça, c'était une croyance qui a été démontrée fausse. Bah oui, bien sûr. Okay. Oui, parce qu'on était encore dans l'idée de la théorie des humeurs. Oui, voilà, tout à fait. Exactement. Le syndrome des vestiaires, t'en as entendu parler ou pas ? Non, c'est quoi ça, le syndrome ? Ah, le syndrome des vestiaires, c'est quand on se compare aux vestiaires parce qu'on fait du sport tous ensemble, c'est ça ? En fait, le syndrome des vestières, oui, ça correspond à l'impression que l'on peut avoir d'avoir un pénis trop petit alors qu'il est de taille normale, et que ça se manifeste notamment dans les lieux publics, et donc notamment dans les vestiaires des lieux sportifs. Mais le syndrome des vestiaires, ce n'est pas que ça, parce que c'est aussi un syndrome qui est associé à un sentiment de honte, à un sentiment de gêne, à un sentiment d'infériorité. C'est un peu ce qu'on appelle la dysmorphophobie, hein, c'est-à-dire l'impression d'avoir son corps qui n'est pas normal, alors qu'il est tout à fait normal, qu'on peut retrouver aussi chez la femme dans d'autres choses. Alors, est-ce que ça varie, le pénis, au cours de la vie ? Eh bien oui. Oui, il se rétracte, oui. Non ? À la naissance, il mesure environ 2,5 cm. Mais oui, il y a toute cette phase de l'adolescence à laquelle même avant ça, j'imagine. Au cours de l'adolescence, il va augmenter en longueur sous l'effet de la testostérone, sous l'influence de la testostérone, et en épaisseur sous l'influence de l'hormone de croissance. Ok. Et il atteint sa taille adulte à peu près à la fin de l'adolescence. Et ensuite, avec le vieillissement, il diminue. Et à partir de 40 ans, le pénis se raccourcit à peu près de 1 cm tous les 10 ans. Alors, la taille moyenne au repos. Il y a eu beaucoup d'études. Beaucoup d'études qui ont été faites. Mais globalement, si on peut dire que les hommes, on va avoir un pénis de 9 cm, 9,5 en moyenne, à l'état de repos. D'accord. Avec une circonférence de 9,31. Donc une circonférence, je rappelle, c'est le tour du pénis, pas le diamètre. Donc c'est aux alentours de 9, d'accord ? Et sur le pénis en érection, c'est plutôt aux alentours de 13, avec une circonférence de 11,6. D'accord. Voilà, 5% des hommes ont un pénis qui mesure plus de 16 cm en érection, et le micro-pénis, c'est 1% à peu près. D'accord. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles pensent de la taille du pénis de leur partenaire, d'après toi ? Dans la mesure où est-ce que c'est déterminant dans leur plaisir ? Est-ce que, d'après toi, elles aimeraient que leur partenaire en ait un pénis plus grand ou plus petit ? Je pense pas qu'elle puisse dire plus grand, puisque c'est peut-être douloureux ou... Alors, non. En vrai... Plus petit, je dis... Vas-y, dis-moi. La grande majorité des femmes est très satisfaite de la taille du pénis de leur partenaire. Il n'y en a que 2% qui souhaiteraient que la taille soit plus grande et 5% qui aimeraient au contraire que le pénis soit plus petit. Et donc on est sur une satisfaction. En fait, ça traduit que c'est pas si important que ça, la taille. Exactement. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on en fait tout un foin, mais qu'en face... voilà, exactement. La taille n'est pas si importante que ça. Et en même temps...
Pour certaines femmes qui sont très pénétrocentrées, hein, c'est-à-dire qui aiment vraiment la pénétration ou qui ont envie de pénétration, il y a quand même, elles le disent, hein, que la taille du pénis compte. On entend beaucoup de femmes quand même dire que la taille du pénis compte. La taille du pénis compte, pourquoi ? Alors, pour la femme, pourquoi ça compte ? Quand elles sont trop centrées sur la pénétration pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on a une conception quand même de la sexualité qui est très héritée de nos croyances et de notre éducation, etc. Et que on va avoir des visions de notre sexualité qui est différente en fonction de notre Donc, éducation. Il n'y a pas de vérité mécanique. C'est-à-dire que si demain une femme a du plaisir avec quelqu'un qui a un pénis qui est dans la norme et qui après a une relation avec quelqu'un qui a un plus gros pénis et qu'elle a plus de plaisir, c'est pas vraiment lié. C'est pas vraiment lié, mais par contre, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ne savent pas, qui n'ont pas de musculature au niveau du périnée, donc qui vont forcément rechercher un pénis plus grand. Il y a certaines femmes, par exemple, qui ont des béances vaginales, donc qui vont aussi rechercher des pénis plus grands. Il y a certaines femmes qui se sentent mieux avec des pénis plus grands ou plus gros, surtout. Mais alors attends, avec parce une que circonférence plus grande. Là, tu as parlé un peu du périnée, donc ça veut dire que si la femme travaille son périnée pour la gestion de son plaisir, bien sûr, du coup un pénis plus petit, ça marche très bien. Bien sûr, oui. Donc en fait, il faut que les hommes qui se posent la question, ils disent à leur femme, viens, on va travailler le périnée. Le vagin est un organe qui, à l'état de repos, est un organe qui est fermé, complètement fermé. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans le vagin. D'accord. Donc ça veut dire que le vagin va complètement s'adapter à la taille du pénis. Puis je vais même au-delà. C'est-à-dire non seulement il va s'adapter, mais en plus, comme lors de l'excitation sexuelle, il se ballonise, c'est-à-dire il a une forme d'ampoule. Quelle que soit la taille du pénis, le pénis sera jamais assez grand, assez gros pour remplir cette ampoule-là. D'accord. Donc tout se joue au niveau de l'entrée du vagin. Hein. Et cette entrée du vagin, c'est là où il y a les muscles du périnée. D'accord. Ok. C'est très clair. Voilà. Alors comment on mesure bien son pénis ? Ah oui, parce que du coup, si la taille c'est important, il faut savoir comment le mesurer. J'avais lu ça. La taille, c'est pas important. Non, pour certains. Enfin, si. Voilà. Je veux dire. Pour certains hommes, ça peut être important pour se rassurer. Voilà, c'est ça. De mesurer leur pénis. C'est dans ce sens-là que je disais, c'est important dans la démarche. Tu le mets à la la base, non ? Faut prendre quoi ? Alors, il faut le mettre à la base, mais au niveau de l'os du pubis, hein, donc de la symphyse pubienne. Donc, chez les hommes qui ont un panicule adipeux. C'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'ils sont un peu en chair et donc qui ont un peu de graisse sur la symphyse pubienne. Ah, il faut pousser la graisse là. Il faut un peu, voilà, c'est ça. Voilà, donc et puis après en érection, on peut le mesurer aussi à l'état de repos et en érection avec un mètre plutôt souple pour que ce soit plus simple. D'accord. Voilà. Quelques mythes au niveau de la taille du pénis. Ah oui, vas-y. Est-ce que faire du sport permet de muscler son pénis ? Bah non. Non ? Bah non. Non, puisque c'est un muscle lisse. Voilà. Donc les muscles lisses, ils peuvent pas se... Effectivement, Okay. Ouais. Est-ce que la taille du pénis dépend de l'ethnie ? Est-ce que la taille est liée à la race ? Non. À l'ethnie ? Non, je pense pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc non, les Noirs n'ont pas un gros pénis, Mm-hmm. ou les Chinois un petit pénis. Alors ça, c'est quand même des préjugés raciaux. Donc c'est des préjugés raciaux, c'est donc des affirmations racistes qui ne sont pas du tout justifiées par des études statistiques. Très bien. Voilà. Est-ce que la taille du pénis peut être devinée à la taille des doigts ? Ou du nez d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Ou des pieds. Non, ça je crois pas. Non, il y a eu des études quand même. Hein. Ouais. Ah, il y a quand même aussi. Parce qu'on a quand même fait des études en fonction de l'indice de Manning. C'est quoi ça ? C'est qui lui ? L'indice de Manning, ça correspond à la différence entre la taille entre l'index et l'annulaire. Donc de ta main. D'accord ? Selon certains scientifiques, plus le ratio, c'est-à-dire cette différence de taille entre l'index et l'annulaire, est sous la dépendance de l'imprégnation hormonale. Ok. Pendant la grossesse. Donc, il est différent chez les hommes et chez les femmes. Okay. Autour de 1 chez la femme, c'est-à-dire index et annulaire sensiblement à la même taille. Donc, tu vois, ça ne marche pas trop. Non. Hein et de 0,96 chez les hommes. Donc, index plus petit que l'annulaire. Fais voir, toi. L'index est plus petit que l'annulaire chez les hommes ? Bah non, il est plus grand, non ?
Donc voilà, toi ça marche. J'ai pas l'impression non plus. qu'il est plus grand. Selon les tenants de cette théorie, les hommes qui se rapprochent de l'indice de Manning des femmes, d'accord, donc autour de 1, Oui. auraient donc avec un index et un annulaire de la même taille, auraient un pénis plus petit que les autres. D'accord. Voilà. Bon, Parce ça, que c'est... Tout ça pour vous dire que c'était faux. Tout ça pour D'accord. vous dire qu'on a étudié ça. Et c'est bidon, en fait. Il n'y a pas de moyen parce qu'il n'y a pas de vérité là-dessus, de toute façon. Exactement. L'apparence. Est-ce que mon pénis, il est beau ? Après, mon pénis est grand. Est-ce qu'il est beau ? Mais oui, parce qu'ils sont tous différents, donc, comme les vulves. Donc, du coup, est-ce qu'il est beau ? Qu'est-ce qui définit un beau pénis ? On sait ? On ne sait pas bien ce qui définit un beau pénis, mais ce qu'on sait, c'est que 71% des hommes trouvent que leur pénis est beau. Sans aucune différence selon les âges. D'accord. Et ça veut dire que 30% quand même le trouvent pas beau. Ouais. Ce qui est beaucoup quand même. Hein. Ça, c'est l'étude donc de Bruno sur une population de 5000 hommes hétérosexuels. D'accord. Je précise. Ça veut dire aussi que quand on n'aime pas son pénis, moi je pense que ça veut dire aussi qu'on n'aime pas son corps en général. Hein, je veux dire que c'est pas centré sur le pénis. Okay. C'est quelque chose qui est bien au-delà de... plus général. Ouais. Et voilà, donc il y a plein de choses aussi. Donc les femmes en général trouvent que le pénis il est beau. Pour elles, ce qui est important, c'est l'esthétique, la longueur, la circonférence, la position et la forme du méa urétral. Ça, c'est les critères les plus importants pour dire si un pénis est beau ou pas. On continue sur la forme, ça te va ? Ouais. On t'a parlé un peu tout à l'heure, ou peut-être dans l'autre épisode, de banane et on a parlé du nez, du Concorde. Le pénis crayon, ça voilà, c'est le plus fréquent en termes de fréquence, c'est le pénis crayon. C'est quoi ça, le pénis crayon ? C'est comme un crayon, tu vois. C'est avec un gland légèrement plus étroit et en forme de crayon, donc. D'accord, ok, voilà. Donc un peu pointu. Ouais, pénis banane, pénis champignon, quand le gland est plus gros que le corps. Pénis courbé aussi, il y a 10 à 20% qui ont des courbures, des hommes qui ont des courbures qui sont acquises, quoi. Okay. Innées, je veux dire, pardon. Voilà. Et puis bon, il y a la question de l'odeur. Un pénis normal, ça sent bon. Hein. Et oui, il faut donc... ça ne doit pas sentir mauvais. D'accord, donc voilà. au-delà de l'hygiène, tu parles donc... voilà, au-delà de l'hygiène, bien sûr. Donc il y a l'hygiène, ça fait partie des indices, comme quand on parlait des rougeurs du gland ou des choses comme ça. S'il y a une mauvaise odeur, c'est que c'est suspect, c'est qu'il faut aller consulter. Voilà, exactement. Il faut bien se sécher quand on s'est lavé. Hein. Faut pas mettre de savon trop irritant sur le gland. Voilà. Ok, faut pas... Ok. Bon, très bien. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous dire sur on est bon, là ? On est bon, on aurait pu parler des... Alors, dernier mot pour finir quand même. Tout ce que vous pouvez lire ou qu'on peut vous proposer pour essayer d'allonger la taille de votre pénis ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne à part la chirurgie. Et la chirurgie ne doit pas vous être proposée si vous n'avez pas un micro-pénis. Voilà. Okay. Et en plus, la chirurgie, ça marche pas très bien. Il y a plein de problèmes. Mais en tout cas, c'est la seule méthode scientifiquement reconnue et valide. Donc tout le reste, c'est bidon, quoi. Les plantes, les machins, les étirements du pénis, ça c'est horrible parce que ça vous crée des micro-traumatismes. Ça c'est clair. En fait, ça ne fonctionne pas. Les poids, les machins, non. Rien ne fonctionne vraiment à part la chirurgie. Et la chirurgie, c'est que en cas de micro-pénis. Exactement. Donc la seule chose qui fonctionne, c'est de faire un travail dans sa tête pour accepter la taille de son pénis telle qu'elle est. Ok. Écoute, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà. Et super. J'espère que vous en avez appris plein sur le pénis. Moi, oui. Je vous invite à soit partager cet épisode autour de vous si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve dans 15 jours. Avec un nouvel épisode. De quoi on va parler dans 15 jours ? On passe sur la vulve ou la vulve, on verra. Ouais, la vulve. Ça peut être bien. Ouais. Ok, génial. D'ici là, merci de nous écouter. N'hésitez pas à jeter un œil aux livres de Céline qui sont disponibles un peu partout. La sexualité masculine et la sexualité féminine dans tous ses ébats, disponibles aux éditions Fayard. Et on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Au revoir.